Rebonsoir, Mediapart Live continue et ce qui continue, c'est aussi cette soirée spéciale consacrée aux midterms, c'est-à-dire les élections de mi-mandat aux États-Unis. On a beaucoup parlé des résultats, des équilibres des grandes forces politiques, les démocrates, les républicains. Et sur ce plateau, on va davantage s'intéresser à la société américaine elle-même et aux mouvements qui la traversent. Alors avec nous pour en parler, Simon Grivet, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille. Alors je dois dire que Lille est en force ce soir, mais c'est une coïncidence. Vous êtes plutôt spécialiste de l'histoire de la justice aux États-Unis. Nicolas Martin-Breteau, vous êtes aussi de Lille, mais vous, spécialiste des mobilisations africaines-américaines. Hélène Canquin, vous êtes professeure toujours à Lille et donc davantage spécialisée sur les mouvements féministes, avec une perspective historique qui remonte jusqu'au 19e siècle, si je ne m'abuse. Et puis Charlotte Recoquillon, bonsoir. Alors vous êtes la parisienne de la bande, en tout cas institutionnellement. Vous êtes rattachée à Paris 8 et à l'Institut de géopolitique et vous êtes davantage spécialiste des violences policières. On va retrouver dans un instant Mathieu Madiodex avec nous. J'avais une question auparavant pour vous, Simon Brivet. Avant de la poser, j'aimerais qu'on voit un visuel qu'on a préparé sur la participation dont on a parlé avec nos précédents invités, la participation électorale lors de ces élections. On voit que, bon, elle n'a jamais été très élevée quand on a ces élections de demi-mandat, mais on voit bien qu'il y a une forme de pic cette année-là, donc une forme de mobilisation de chaque camp. On en a parlé au plateau précédent. Est-ce que pour vous, ça traduit finalement la polarisation de la société américaine dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le sens progressiste et puis dans le sens de la réaction, du ressentiment sur l'identité blanche menacée? C'est vrai que votre graphique est intéressant parce que traditionnellement, ces élections de midterms mobilisent assez peu. On l'a vu très vite sur votre graphique, j'avais regardé les chiffres avant de venir vous voir. En 2014, c'était même ce que j'avais appelé sur Twitter là, une espèce de catastrophe civique, puisqu'on était à 37% de participation, c'était vraiment très faible, quoi. Alors qu'en 2010, par contre, il y a eu cette réaction très forte avec le mouvement du Tea Party. Et là, cette année, on est revenu sur des bases très élevées. Quand on le regarde au niveau national ou même quand on descend plus dans le détail, que ce soit dans le sud ou dans toutes les grandes régions américaines, on est à 50-60% de participation, avec des électeurs qui ont eu envie, d'après les sondages sortis des urnes, de dire souvent leur désaccord avec Trump, ça s'est beaucoup fait, mais aussi en réaction, effectivement, des gens qui voulaient défendre celui qu'ils considèrent comme leur président. Et avec parfois des schémas très complexes, comme dans l'Ohio, où on a eu un sénateur démocrate, une sénatrice démocrate confortablement réélue, et puis des élus locaux, le gouverneur, le vice-gouverneur, tous républicains, eux aussi confortables. Donc c'est un scrutin, vous l'avez dit dans le panel tout à l'heure, avec des résultats contrastés, complexes, mais qui a beaucoup intéressé les Américains, qui se sont mobilisés. Je crois qu'on en est à 113 millions de voix, donc c'est un moment majeur de l'histoire récente politique des États-Unis, c'est clair. Merci. On va retrouver Mathieu Madiodex, notre correspondant à New York. Rebonsoir Mathieu, bonjour. Pour toi, la question que je voulais te poser, elle a trait justement à la hausse de la participation, puisque il m'a semblé, en lisant tes papiers dans Mediapart, que ça traduit aussi un certain renouveau de l'activisme de la part de segments assez différents de la population. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est qu'elle traduit finalement des tendances qui sont apparues après l'élection de Trump et puis des tendances plus anciennes. Les tendances apparues après l'élection de Trump, c'est que tout de suite après l'élection, des gens qui sont plutôt des gens assez engagés dans la politique ou assez proches de la politique ou qui se sentent par exemple démocrates, sympathisants ou enregistrés comme démocrates, qui pour certains ne vont pas voter ou pour certains constatent que leurs amis n'ont pas voté, que Hillary Clinton ne déclenchait pas l'enthousiasme démesuré. Ces gens-là constituent des groupes, s'engagent assez vite. Et donc, on a plein d'initiatives comme ça qui sont nées après la victoire de Trump en 2016. Et un des groupes les plus emblématiques de ça, c'est un groupe qui s'appelle Indivisible, qui a été créé par des anciens collaborateurs parlementaires
plus progressiste que le centre du parti, enfin, que traditionnellement certains, que les démocrates, enfin, que le cœur du parti démocrate qui se sont dit c'est pas possible, il faut remobiliser tous les gens qui sont complètement dévastés par la victoire de Trump, et puis en même temps en profiter pour proposer un cadre programmatique quand même plus progressiste, parce que c'est comme ça seulement qu'on pourra faire revenir les gens et les faire voter démocrates, pour leur donner tout simplement envie. Les gens n'avaient en grande partie plus envie trop de voter pour démocrates. Il y avait un enthousiasme extrêmement moyen pendant la présidentielle de 2016. Oui, comme s'il y avait comme s'il y avait un vote potentiel endormi qu'il fallait réveiller. Voilà. C'est un peu ça la métaphore. Voilà, donc ça c'est un peu la dynamique, et elle est venue se greffer sur d'autres dynamiques qui sont à la fois récentes et puis retrouvent des choses très anciennes. J'en parlais tout à l'heure, notamment sur le Sud-américain. Dans le Sud-américain, qui est marqué par une histoire de ségrégation, d'esclavage, etc., et de privation sans cesse renouvelée finalement des droits civiques. C'est à partir du moment où on a la possibilité d'étendre les droits civiques, eh bien, immédiatement il y a une série de backlash qui se sont passés historiquement. Eh bien, il y a toujours eu ce mouvement très ancien d'essayer de faire participer, par exemple, les Noirs, qui représentent dans certains États plus de 30% de la population, à la politique, mais c'était compliqué. En tout cas, ces efforts, ils ont toujours existé depuis les droits civiques. Simplement, notamment depuis les mobilisations autour de Black Lives Matter contre les violences policières, mais aussi parce qu'une partie de certains groupes, certaines organisations, certaines structures noires américaines, africaines-américaines qui sont financées parfois par des gens qui ont de l'argent, par des dons individuels, toute une classe moyenne, une classe supérieure noire qui est tout à fait active dans ce pays, travaille, et voilà, et tout le monde, on n'est plus dans une imagerie où tous les Noirs américains sont des gens qui seraient des classes populaires, etc. Il y a une grande variété aujourd'hui de tout ça. Eh bien, se sont mobilisés pour essayer de dire, eh bien voilà, le Parti démocrate ne nous écoute pas, donc on va essayer de constituer des groupes qui vont mobiliser plus l'électorat africain-américain. Et dans le sud, ça s'est passé, et c'est ce qui a fait que la campagne en Géorgie de Stacey Abrams a été extrêmement dynamique. C'est ce qui a porté aussi la campagne d'Andrew Gillum. Et c'est intéressant parce que mais vos invités vont en reparler, je pense, plus précisément que moi. Tout ça s'articule aussi assez récemment, après Black Lives Matter, après la lutte contre les violences policières et la dénonciation des violences policières et des meurtres, hein, on peut le dire, d'adolescents noirs, souvent des garçons, mais aussi des filles, quelques filles, par des policiers souvent blancs aux États-Unis. Eh bien, il y a eu une plateforme politique qui s'est créée dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement for Black Lives, qui est un peu la traduction politique du mouvement Black Lives Matter. Et ceux qui ont décidé dans le mouvement de s'insérer dans la politique de façon plus active, dans la politique des États-Unis, et finalement d'essayer de pousser leur avantage au sein du Parti démocrate, ont bâti une plateforme politique et ils se sont dit il faut maintenant se faire entendre davantage. Donc c'est un fourmillement comme ça d'initiatives assez intéressant. J'aimerais qu'on s'arrête tous les deux, si tu le veux bien, sur une personne que tu as évoquée, qu'on a évoquée dans le plateau précédent, Stacey Abrams. J'espère que... Ouais. Oui, pardon, excuse-moi, Abrams. Peut-être que l'équipe peut nous montrer à l'écran le visuel qu'on a préparé, où on voit l'état des votes actuellement en Géorgie, donc un équilibre électoral qui est contesté, puisque a priori donc, le républicain l'a emporté, mais elle conteste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur elle ? Ouais, après, c'est intéressant parce que cette course en Géorgie pour le poste de gouverneur est devenue un point assez essentiel de la campagne du midterm, tout simplement parce que il y avait un enjeu politique relié à l'histoire américaine extrêmement important. Stacey Abrams. Oui, parce que c'est pas n'importe quel État, la Géorgie, faut le dire. C'est pas n'importe quoi. C'est un État avec une histoire profondément raciste où le Ku Klux Klan était parti très très actif. C'est un État qui, je crois, était assez bien placé, si on peut dire, dans le nombre de lynchages de Noirs américains dans l'histoire. Donc c'est pas du tout n'importe quel État. Et Stacey Abrams, qui est donc son parcours, c'est une fille de pasteur, né dans le Mississippi, dont les parents
se sont beaucoup engagés pour inscrire les Noirs sur les listes électorales aux États-Unis, y compris même quand c'était interdit, avant les grandes réformes élargissant les droits civiques dans les années 60. Donc elle a ce passé-là. Et Stacey Abrams, elle est élue il y a 7 ans, je crois, je dois vérifier les chiffres, dans au Parlement local de Géorgie, et elle porte cette histoire-là, et un de ses combats parallèles, ça va être de faire inscrire les Noirs sur les listes électorales. Enfin, on dit les Noirs, mais c'est aussi les jeunes, c'est aussi d'autres minorités, mais bien sûr en Géorgie, on parle beaucoup des Noirs, de les faire inscrire sur les listes électorales, tout simplement pour qu'ils participent pleinement à la vie électorale de Géorgie, dans un État où, et finalement, concomitamment, la Géorgie en 2010, arrive en Géorgie au pouvoir, et notamment comme responsable des élections, celui qui est actuellement son opposant, qui s'appelle Brian Kemp, qui va probablement devenir le prochain gouverneur de cet État. Et Brian Kemp, c'est quelqu'un qui, donc, en tant que secrétaire d'État, donc responsable des élections, dans l'État de Géorgie, va mettre en place depuis 2010 un ensemble de mesures qui ont été destinées à purger les listes électorales, avec notamment, par exemple, des critères extrêmement difficiles. C'est-à-dire, si vous n'avez pas voté 3 fois pendant une élection, vous êtes viré des listes électorales. Donc, Brian Kemp dit, moi, je m'occupe de maintenir les listes électorales, c'est tout à fait normal. Mais enfin bon, les critères sont quand même assez particuliers, et jusqu'à des choses qui sont toujours très difficiles à mesurer, mais par exemple hier, il y a eu des bureaux électoraux en Géorgie qui n'ont pas ouvert, des bureaux où les machines à voter n'avaient pas d'alimentation électrique. Tiens, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Mais tiens, c'est souvent dans des quartiers où il y a des minorités, et notamment des Noirs. Et tout simplement, Brian Kemp aussi, pendant cette période, a permis, je crois, 200 bureaux électoraux, rendant plus compliqué l'accès au vote. Donc l'accès au vote a été une question absolument centrale, et c'est pas du tout étonnant si on se retrouve le lendemain comme ça de l'élection, avec encore un débat sur cette question-là, et à l'heure où on parle, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, Stacey Abrams qui n'a toujours pas dit oui, j'ai perdu cette élection, elle veut que tout soit compté jusqu'au bout, et elle tiendra ça jusqu'au bout parce qu'elle veut être sûre qu'il n'y a pas eu de fraude dans cette élection. Oui, et puis ça met en lumière tous ces biais, effectivement, qui privent de vote beaucoup de gens. Merci Mathieu, n'hésite pas à nous faire signe si tu veux intervenir dans le débat. On va faire un tour d'horizon justement de ces mobilisations qu'on a esquissées avec Mathieu. On va beaucoup parler justement des mobilisations des Africains-Américains, des minorités en général. Mais alors, Hélène Canquin, j'aimerais vous poser quand même une question sur un groupe qui a quand même été ciblé par Donald Trump, qui s'est illustré à moult reprises par sa misogynie, qui est celui donc des femmes. Je le dis parce que je n'ai plus le chiffre en tête, mais on dit que c'est la Chambre des représentants qui comptera le plus de femmes dans l'histoire des États-Unis. Il me semble, je voulais d'abord savoir, en termes factuels, à quel point c'est significatif comme arrivée à la Chambre de représentantes féminines. Alors c'est significatif, il y a beaucoup de choses qui sont significatives effectivement dans ces élections, et notamment l'arrivée des femmes et aussi la diversité en fait, parce que je pense que quand on parle des femmes, effectivement, si on fait pas la différence entre différents groupes, on comprend pas pourquoi des femmes blanches votent pour Trump en majorité. Il faut vraiment faire la différence. Je pense que justement l'histoire de Stacey Abrams est assez emblématique aussi. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, pour la première fois, il y a plus de 100 femmes au Congrès, donc Sénat et Chambre des représentants, donc c'est énorme. Il y a aussi beaucoup de premières femmes, donc là, il y a la représentante la plus jeune, donc, dont on a parlé, Alexandria Ocasio-Cortez de New York, mais il va y avoir 2 femmes... 2 amérindiennes. Il y a beaucoup de premières femmes qui sont élues et qui ont été élues. Donc je pense que ça, c'est extrêmement significatif, effectivement. Et je sais qu'on parle beaucoup des élections au Congrès, c'est normal, mais localement, on sait que depuis l'élection de Donald Trump, il y a eu aussi un gros mouvement de remobilisation locale
donc sur le terrain. Et donc il y a beaucoup plus d'élections aux États-Unis qu'il y en a en France. On élit beaucoup de choses, y compris parfois des juges, aussi les instances qui régulent l'éducation, qui sont en charge de l'éducation au niveau local, au niveau des États. C'est extrêmement important et il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées constamment. Donc effectivement, c'est à la fois... je suis un peu mitigée aussi parce qu'effectivement, il y a une formidable mobilisation et de jeunes femmes et de groupes très divers. Donc ça, c'est très significatif. De l'autre, effectivement, on a quand même... Donald Trump, qui est... alors, c'est pas qu'il est simplement misogyne, hein, il a été accusé d'agression sexuelle. Enfin, ça va plus au-delà de la misogynie, à mon avis. Bien sûr. Il y a Brett Kavanaugh qui a été nommé à la Cour suprême malgré les accusations aussi. Donc, il y a quand même aussi des points assez négatifs. Mais c'est vrai que l'élection de Donald Trump a aussi... Enfin, je voulais juste rebondir sur le fait que... sur votre question des mouvements, en fait. Oui, parce la question que je voulais aller plus loin avec vous sur le renouveau éventuel du mouvement féministe. Effectivement, les femmes se sont mobilisées de façon très, très importante. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est savoir aussi quelle est la place de ces élections. Je pense que ce qu'il y a eu comme conscience aussi, c'est que sans mouvement social... les élections perdent de leur sens, on perd les élections. Donc c'est pour ça que je trouve que le cas de Stacey Abrams est vraiment extrêmement intéressant. En Géorgie. Parce qu'on a cette histoire familiale, cette histoire des États-Unis et de la situation des Afro-Américains dans un État du Sud extrêmement raciste. Et on a aussi un mouvement sur le terrain extrêmement important et une mobilisation extrêmement importante. Donc je pense que c'est ça aussi peut-être un renouveau. En tous les cas, c'est pas nouveau, mais c'est un renouveau probablement de gens qui se mobilisent sur... moi, je sais pas, j'ai des exemples de femmes qui depuis l'élection de Trump, qui se réunissent toutes les semaines dans une ville de l'État de New York pour dire voilà comment on va faire, comment on va se mobiliser, à quelle élection on va se présenter. Et ça s'est fait, je pense, dans beaucoup d'endroits. Et ce qui explique comment ces femmes un peu inattendues, qui ont des profils parfois inattendus, ont pu être élues. Oui, il y avait une femme qui a perdu dans le Vermont, qui était Christine Ahlquist, je ne sais pas si je prononce bien, qui aurait pu être la première gouverneure transgenre. Donc, il y avait aussi des personnalités qui tranchaient aussi par rapport à la politique ordinaire. En tout cas, il y a la diversité qui s'affiche plus... je ne sais pas si on peut comparer avec la France, mais effectivement, les États-Unis, c'est extrêmement différent. Il y a aussi le premier gouverneur ouvertement gay qui a été élu... je ne sais plus où, mais il a été élu au cours de ces élections. Donc il y a une plus grande représentativité, je pense, de la population. Colorado, il me semble. Colorado. Voilà, on me l'a glissé. Moi, j'ai un outil, j'ai une prothèse, j'ai un avantage sur vous. Vous avez un avantage sur moi, mais merci. Oui, donc c'est une élection où il y a beaucoup de premières fois. Ouais. Charlotte Recoquillon, je me tourne vers vous. Notre correspondant a évoqué le mouvement Black Lives Matter, qui avait trouvé un prolongement dans l'espace politique. Vous qui avez travaillé sur les violences policières et les réactions aux violences policières, j'aimerais aussi votre regard peut-être un peu plus aiguisé sur la transformation de ce mouvement, qui ne s'est sans doute pas réduit aux violences policières, j'imagine. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur tout ce mouvement qui effectivement, je pense, est un mouvement quand même assez de fond. Il y a des transformations qui ne sont peut-être pas complètement achevées dans cette élection-là, mais qui présagent déjà d'autres évolutions et d'autres changements dans les prochaines élections. Peut-être on peut juste rappeler les origines du mouvement. Alors, et donc Black Lives Matter, c'est un mouvement qui s'est formé après l'acquittement de George Zimmerman, qui est un homme blanc hispanique qui avait tué Trayvon Martin dans la rue en Floride, justement. En 2012, et lors de son acquittement en 2013, Alicia Garza, Opal Tometi et Patrisse Cullors ont constitué ce hashtag Black Lives Matter pour dire que, en gros, il y avait une fatigue, pour utiliser un euphémisme, de cette
impunité à tuer des Noirs dans la société américaine, voilà, et de ne pas condamner ces meurtres. Voilà. Et à la suite de ce mouvement, donc ce hashtag est lancé en 2013 et un an après, en 2014, Michael Brown est tué par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri. Et c'est là vraiment qu'il y aura une mobilisation citoyenne de terrain très très importante et que le mouvement prend de l'ampleur. Depuis, alors c'est un mouvement qui, et Nicolas a beaucoup travaillé dessus aussi, donc il pourra compléter éventuellement, mais c'est un mouvement qui est très original dans sa forme et dans son organisation, qui refuse d'avoir des leaders qui prennent toute la place, par opposition au mouvement des droits civiques, par exemple, qui était incarné par des grandes figures très patriarcales, etc. Qui part du local. Donc ça fait que pour les médias et la société, ça a été un petit peu compliqué de comprendre ce que c'était Black Lives Matter, qu'est-ce qu'ils voulaient, parce que leurs revendications sont aussi multiples qu'il y a d'initiatives de terrain. Leur approche, néanmoins, c'est quand même ce qui rend cohérent ce mouvement, c'est qu'ils dénoncent tous la dimension structurelle du racisme aux États-Unis. Et ils disent, on n'est pas uniquement dans des questions d'opinion personnelle qui peuvent aller jusqu'à des agressions et des choses graves, mais on est dans un système qui se reproduit. Et quand on voit la question du droit de vote, par exemple, et de l'accès au vote, c'est exactement le cœur de leur sujet. Et c'est pour ça qu'il y a eu une mobilisation très forte, alors notamment via Twitter, le Black Twitter, qui est très actif depuis des années, etc., pour déjà mobiliser, aider les gens à s'inscrire sur les listes électorales, et puis les aider à voter. Jusqu'à hier soir, on disait si vous êtes en file d'attente jusqu'à 19h, vous avez le droit de voter, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, pour nous Français, c'est étonnant d'imaginer comment ça se passe de voter aux États-Unis dans la plus grande démocratie du monde. Parce que les gens, ils font des files d'attente de plusieurs heures pour pouvoir voter systématiquement. Alors qu'il y a un vote anticipé en plus, dans certains États. Pas tous. Pour s'inscrire, c'est parfois la croix et la bannière. Il y a des suppressions de noms sur les listes électorales complètement arbitraires que les gens découvrent le jour où ils veulent voter. Et ça, c'est une question, c'est pareil, c'est un très, très gros enjeu démocratique. Donc Black Lives Matter a été très mobilisé là-dessus. Et juste peut-être un dernier exemple, ça a été dit quand même par votre correspondant, on a une aile de Black Lives Matter qui s'est rangée, on va dire, finalement, à coopérer avec le Parti démocrate, en se disant que pour avoir un poids et un pouvoir de transformation plus important, il valait mieux opérer à l'intérieur du Parti démocrate, ou en tout cas se faire élire et se faire aider par le parti. Et je pense à des influenceurs comme Shaun King, par exemple, qui est un journaliste à New York, de New York Daily News, qui s'est ouvertement fait l'avocat de candidats démocrates, etc., et de candidats issus des minorités. Oui, c'est intéressant parce que c'est un dilemme qu'on retrouve chez les socialistes américains dont on parlait avec nos invités sur le précédent plateau. Nicolas Martin-Breteau, je me tourne vers vous puisque vous avez aussi travaillé sur Black Lives Matter et sur l'histoire longue, en tout cas, des mobilisations africaines-américaines. Je lisais une recension que vous faisiez d'un ouvrage qui s'appelle Black America, qui a été publié à La Découverte, et vous disiez finalement ces mobilisations-là ont toujours oscillé, ont toujours articulé plutôt le réformisme et la radicalité. Est-ce que c'est Black Lives Matter et ces évolutions est un exemple de ce constat? Oui, d'une certaine façon, l'histoire africaine-américaine est diverse. Ce qu'on appelle la communauté africaine-américaine n'existe pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des classes sociales à l'intérieur du groupe qu'on appelle les Noirs américains, et différentes tactiques ont été mises en place au long de l'histoire américaine par les Africains américains pour obtenir leurs droits civiques, soit des tactiques réformistes à l'intérieur du jeu démocratique, soit des tactiques plus radicales, en particulier dans les années 60-70, avec des personnages comme Malcolm X, qu'on connaît bien évidemment en France. Le mouvement Black Lives Matter a d'une certaine façon été porté par des personnes qui refusaient le réformisme pas à pas de la démocratie américaine pour des positions plus radicales, au moment même où le premier président noir américain avait été élu, Barack Obama.
Il se trouve que ce genre de position dans la société américaine a beaucoup de mal à s'ancrer localement et à se traduire dans les faits au niveau politique, local et national. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de figures du mouvement se sont portées vers la politique locale et voilà, les candidatures aux élections pour regagner du terrain, comme Charlotte l'a bien dit. Mais le problème central, me semble-t-il, et cette élection le montre bien, c'est que dans de nombreux États, les Africains américains, et en particulier plus généralement les minorités raciales, souffrent voilà, de politique de suppression du droit de vote à très grande échelle. On a parlé dans le précédent panel de l'amendement 4 qui vient d'être adopté en Floride. Cet amendement qui va rendre le droit de vote aux anciens condamnés pour crimes graves va en fait, très concrètement, rendre le droit de vote à environ 1 400 000 personnes. C'est énorme. Mais c'est énorme, on ne se rend même pas compte de ce que ça représente. Dans la État, population de la Floride, en peu près, me ce que vous savez... la Floride... 10%, ça va représenter, je crois, 10% de la population de la Floride. Ouais, Sachant qu'Andrew Gillum a perdu à moins de 100 000 voix près. Ouais, oui, on a un petit visuel d'ailleurs à ce sujet sur l'État de Floride. Oui, voilà, on voit que c'est 0,7 points d'écart pour sa défaite. Ouais. Mais c'est pareil, pardon, pour Stacey Abrams qui est en train de perdre, alors que effectivement, son opposant Brian Kemp, son adversaire, qui est donc supervisé quand même au passage quand même tout le processus électoral, tout en étant lui-même candidat. Et s'il y a si on recompte les voix, il a dit qu'il resterait, qu'il continuerait à superviser ce processus. Il a purgé des listes électorales, des centaines de milliers de personnes. Et elle est en train de perdre à moins de voix que ça. Et il n'y a pas que... Pardon, donc c'est un processus... je pense que on peut... c'est ça qui explique en grande partie la plupart des défaites assez importantes et significatives qui font dire à quelques personnes que c'est pas une victoire démocrate, mais en fait probablement c'est ça qui explique en grande partie les défaites qu'on commente ce soir. Ouais. Je voudrais rebondir là-dessus. En fait, il y a un débat là, dans les médias américains pour savoir si cette vague bleue attendue s'est en fait révélée être une petite vaguelette. Je pense que le débat est très mal posé dans la mesure où, si on regarde les difficultés très concrètes dans de très nombreux États contrôlés par les républicains pour avoir accès au droit de vote quand on est susceptible de voter démocrate, les résultats généraux du vote populaire sur les élections à la Chambre démontrent très clairement que le Parti démocrate et les sympathisants démocrates sont très majoritaires dans le pays. Ce qui pose un problème démocratique fondamental, c'est-à-dire que l'accès au droit de vote est aujourd'hui en débat aux États-Unis. Le droit de vote n'est pas assuré pour une énorme part de la population américaine. Alors, justement, je pose encore une question. Vous qui avez le regard de l'historien, qui regarde sur la longue durée les choses, on a évoqué le mouvement des droits civiques. Voilà, on est en plein dans cette question-là. Est-ce que, selon vous, ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce qu'on continue à vivre dans la forme de contre-révolution conservatrice qui s'était déployée depuis les années 80 ? Ou est-ce qu'avec Trump, est-ce qu'on franchit peut-être un stade supplémentaire ? Et à ce moment-là, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Voilà, comment vous diriez les choses, vous ? Je crois que votre correspondant aux États-Unis a bien souligné le fait qu'à chaque avancée des droits civiques en faveur des minorités, notamment les Noirs américains, mais pas seulement, il y a eu dans l'histoire américaine une contre-révolution raciale extrêmement violente, dont la première et la plus importante, me semble-t-il, a été au moment où l'esclavage a été aboli. La période de la fin du XIXe siècle est marquée par une très profonde contre-révolution raciste pour ôter aux Africains américains les droits de citoyens qu'ils venaient d'obtenir par la guerre. On retrouve ce genre de processus tout au long de l'histoire contemporaine américaine, et donc africaine-américaine. Par exemple, au lendemain du mouvement pour les droits civiques, on assiste à une contre-révolution raciale extrêmement violente aussi, sous des formes différentes, mais qui mènera au pouvoir une droite assez dure, dont la figure de proue sera Ronald Reagan dans les années 1980. De la même façon,
l'élection de Barack Obama, qui dans l'histoire américaine est une révolution en soi. Le premier président noir dans un pays qui a connu l'esclavage massif d'une partie de sa population est une révolution qui a été suivie par une contre-révolution menée par exemple par l'extrême droite du Parti républicain, le Tea Party. On se rappellera simplement quand même que Donald Trump a été l'un des premiers à critiquer la légitimité même de l'élection de Barack Obama en sous-entendant qu'il n'était pas américain et que donc il usurpait sa place comme locataire de la Maison-Blanche. Alors, l'équipe qui prépare l'émission me fait remarquer qu'à la Chambre des représentants, il n'y a plus aucun noir parmi les élus républicains. Voilà, donc ça illustre un peu aussi ce que vous dites. Simon Brivet, je me tourne vers vous, puisque voilà, il était évoqué tout à l'heure le fait de dénier à Barack Obama, de contester en tout cas le fait qu'il soit vraiment un Américain. Il y a une initiative de Donald Trump qui a beaucoup fait jaser dans les dernières semaines, dont on se demandait même si juridiquement elle était possible, c'était celle de supprimer le droit du sol. Alors comme vous êtes voilà, très connaisseur du sujet, j'aimerais vous entendre. Et puis parce que derrière il y a le sujet de l'immigration évidemment. Oui, bien sûr. On a vu dans les dernières semaines le choix qui a été fait, qui était la surenchère xénophobe, quoi. On va convaincre le cœur de cible trumpien, c'est-à-dire les électeurs blancs, un électorat plutôt âgé, plutôt rural, qu'il y a une espèce de menace qui vient de l'immigration. Donc, il faut toujours en rajouter, quoi. Il y avait les migrants centra-américains qui arrivent, et puis il fallait encore trouver quelque chose d'autre. Donc là, ces conseillers d'extrême droite, Stephen Miller et d'autres, lui ont soufflé une théorie que tous les juristes considèrent comme complètement farfelue, qui est de dire, bah oui, vous, en tant que président, vous pouvez tout simplement, en signant un décret, vous pouvez abolir le droit du sol. Bon, il se trouve que ce qu'on appelle le birthright citizenship, ça vient de la première phrase du 14e amendement, adopté au lendemain de la guerre de sécession, conflit fondamental auquel Nicolas faisait allusion tout à l'heure. Et la première phrase de l'amendement, c'est toute personne née aux États-Unis ou naturalisée est citoyen, si elle est sous la juridiction des États-Unis. Donc là, Trump utilise ce petit bout de phrase, sous la juridiction des États-Unis, pour dire « Ah oui, mais les sans-papiers, ils ne sont pas sous la juridiction des États-Unis ». Ce qui est complètement farfelu, puisque les gardes frontières veulent les arrêter, Trump lui-même veut qu'ils soient jugés, emprisonnés. Enfin, tout ça n'a aucun sens juridique, ne tiendrait pas, mais il faut en rajouter toujours pour que s'exprime ce racisme, cette xénophobie contre les latinos, contre tous ceux qui sont différents, parce que c'est le fonds de commerce de Trump. J'en profite pour une question, je ne sais pas qui peut répondre justement sur les latinos, les hispaniques. Il ne me semble pas qu'on connaisse en tout cas ici de mouvements aussi forts parmi eux, en tout cas aussi structurés que ce qu'on observe chez les Noirs américains. Est-ce que je me trompe? Peut-être, c'est une grosse bêtise. Alors, je connais moins bien les mouvements latinos, mais d'une part, ils sont politiquement moins à gauche que les Africains-Américains. Et surtout, quand ils sont installés depuis longtemps aux États-Unis, on les voit voter pour le Parti républicain dans des proportions assez importantes. Par ailleurs, si la communauté africaine-américaine n'est effectivement pas du tout homogène, les hispaniques le sont sans doute encore moins. Parce qu'entre les citoyens, les immigrés, les portoricains, les mexicains, les dominicains, les gens qui veulent rester, les gens qui veulent repartir. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on a plus de Mexicains qui repartent des États-Unis que de Mexicains qui rentrent aux États-Unis. Donc on assiste quand même aussi à un changement. Donc, et il y a eu des mouvements sur les droits des migrants qui ont été importants, mais souvent les mobilisations hispaniques se portent plutôt sur les droits des migrants que sur, enfin, je dirais. Les jeunes aussi qui sont nés aux États-Unis, les Dreamers. Il y a eu quand même tout un mouvement, y compris assez récent, quand on a quand on a essayé de remettre sur le tapis cette loi qui manque clairement. Il y a quand même une grosse mobilisation. Oui, mais les Dreamers, c'était faciliter l'accès à la nationalité. À la nationalité de personnes qui sont nées justement aux États-Unis, mais de parents illégaux, qui étaient, qui n'étaient pas. Les Dreamers, ils sont arrivés enfants et qui leur permettent de faire des études et qui sont là depuis longtemps et qui sont dans un vide juridique. Mais il y a eu une grosse mobilisation à ce moment-là, quand même. Mais effectivement, ils n'ont pas la citoyenneté. Donc, en revanche,
lors des élections, c'est pas probablement pas là qu'ils vont se mobiliser autant. Je pense que ça a été un des effets, en partie l'efficacité de la tactique de Trump, c'est que comme il attaque sur tous les fronts en même temps, les différents groupes sont extrêmement mobilisés à résister à des problèmes de survie immédiats et sont moins disponibles pour se mobiliser sur des projets plus longs ou sur des résolutions de conflits à plus long terme. Oui, en fait, c'est intéressant, mais c'est aussi la tactique de Trump qui a fait purement et simplement de l'intimidation au vote en tweetant assez régulièrement sur le fait que, éventuellement, les fraudeurs au vote dans ces élections seraient arrêtés, jugés et seraient condamnés au maximum légal possible. Tout ceci est clairement démagogique dans la mesure où le but est de chasser des urnes un certain nombre de personnes qui auraient le droit de vote. Il l'a fait pour, notamment dans les États du Sud et en particulier les États qui sont le long de la frontière mexicaine, empêcher un certain nombre de latinos d'aller voter. Et ce qui montre un petit peu l'illégitimité pour beaucoup d'Américains du vote latino, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il, du vote africain-américain, puisque les Noirs américains sont présents sur le sol des États-Unis, puis des colonies britanniques d'Amérique du Nord depuis le tout début. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même rapport non plus à l'engagement politique, si vous voulez. D'accord. On va retrouver Mathieu Magnodex en direct de New York, correspondant de Mediapart, qui voulait intervenir, je crois. Ouais, non, je voulais tout ça. J'aime beaucoup ce débat et je voulais justement poursuivre un peu sur cet aspect-là et poser une question en fait un peu collective à nos invités sur finalement en fait la présidence Trump. C'est assez curieux à voir. Elle est souvent traitée parce que Trump fonctionne comme ça sur le buzz, le chaos, les tweets, un effet d'accumulation qui est destiné à nous faire perdre un petit peu la mesure de tout et dispositif dans lequel il reste évidemment central, ce qui est tout son but, et quitte à multiplier les outrances. Mais donc on est tenté parfois de voir ça du point de vue de l'anecdote. Mais il se trouve c'est ça que j'ai du mal un peu à mesurer aujourd'hui, et je serais plutôt de l'avis de pas trop minimiser ça. Et je voudrais poser la question en fait au panel d'invités qu'on a ce soir, c'est quelle est un peu l'influence finalement de la guerre culturelle que Trump a réactivée. Finalement, si on regarde du point de vue des institutions, il a actuellement le Sénat qui va pouvoir l'aider à nommer un certain nombre de juges extrêmement conservateurs qui sont nommés à vie dans les cours fédérales. Et on sait que dans les 2 ans finalement du début du mandat de Trump, eh bien ça, les républicains ont été extrêmement actifs pour remplir les cours fédérales. Bien sûr, il y a la Cour suprême qui est maintenant conservatrice et que si un autre juge vient à disparaître ou à partir à la retraite, et on sait que les 2 plus âgés sont aussi les 2 plus progressistes, ou quasiment les 2 plus progressistes, en tout cas la plus progressiste, et puis un qui est assez centriste, mais centre-gauche. Ça pose une difficulté. Donc la Cour risque d'être à la fois encore plus conservatrice. Et puis aussi tout ce que Trump lâche dans la société américaine, finalement, tout ce qu'il dit, même si parfois ce sont des choses destinées juste à obtenir des petites victoires politiques, quand il se définit comme un nationaliste, quand il a des propos ouvertement racistes ou avec des connotations racistes, ou quand il relaie lui-même des conspirations, des théories du complot à forte connotation antisémite, qui peuvent aboutir à ce que des gens qui vont dans ces meetings finalement se livrent à ce qui s'est passé, c'est-à-dire par exemple à envoyer des colis piégés à des personnalités démocrates ou même à ce qui s'est passé malheureusement avec la synagogue à Pittsburgh avec 11 personnes tuées. Donc voilà, quelle est pour nos invités un peu l'influence finalement des guerres culturelles que Trump lance comme ça, parfois de façon complètement désordonnée, et voilà, est-ce qu'il n'est pas en train de lâcher finalement le pire de ce qui constitue aussi une partie de la culture américaine. Oui, le terme de guerre culturelle, d'ailleurs, qui a une longue histoire, est le titre de notre plateau. Je me tourne vers vous, Simon Bruvier, puisque vous êtes spécialiste aussi des questions de justice. Sur le premier aspect de la question de Mathieu, sur notamment les équilibres de la Cour suprême. Ça, c'est très intéressant. Alors, bon, en fait, pour revenir un petit peu sur le parcours de Trump, quand il fait l'irruption sur la scène républicaine en 2015, bon, il n'est pas pris au sérieux.
Et tout l'establishment républicain va s'efforcer tout au long de 2015-2016 d'essayer de le stopper, de le freiner. Une fois qu'il a acquis la nomination républicaine, il va y avoir tout un processus de séduction et après un deal qui va être passé. Le deal, c'est quoi? Un deal entre qui et qui? Entre Trump et le reste du Parti républicain. Trump dit, voilà, moi, je vais vous donner des juges conservateurs qui vont pouvoir réaliser à terme votre rêve, enfin le rêve de la grande partie de la droite, la nouvelle droite, ce qu'on appelle la nouvelle droite depuis Reagan, et notamment de la droite religieuse, c'est l'interdiction de l'avortement. Ça, c'est vraiment leur Graal. Ça fait des années, des décennies depuis la décision de la Cour suprême de 1973, c'est ça. Donc, il y a ce deal qui est passé. Vous me soutenez, et moi, je vous choisis un certain nombre de juges. Enfin, j'accepte plutôt même de prendre votre listing, votre casting de juges, et quand il y aura une opportunité, je le mettrai, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Après, et du coup, il arrive au pouvoir en janvier 2017. Il bénéficie de ce coup politique invraisemblable qu'avaient fait les Républicains, qui était de refuser, puisque en janvier 2016, on avait eu un juge républicain, Anthony Scalia, qui était mort brutalement. Donc normalement, le président Obama aurait dû pouvoir présenter un candidat. Et les sénateurs républicains ont refusé pendant un an de considérer le moindre candidat d'Obama en disant « Non, c'est une année électorale, on ne peut pas le faire, c'est pas à nous de le faire ». Donc arrivé en 2017, surprise divine pour Trump, il a la possibilité de nommer un premier juge. Donc arrive Neil Gorsuch, qui est très conservateur, probablement anti-avortement. Il passe assez facilement au Sénat. Et puis là, à l'été 2018, on apprend la retraite du juge Kennedy, qui était assez centriste, mais tendance plutôt au centre-droit, quoi. Et à nouveau, Trump dégaine son listing que lui prépare un certain nombre de lobbies conservateurs, et il nous sort le juge Kavanaugh, qui était catholique, donc comme Kennedy, et avec un pédigré très sérieux, les meilleures écoles, les meilleures facs de droit, très reconnu, et qui a été confirmé. Donc maintenant, sauf que vous l'aviez rappelé, Yann Canquin, il était accusé d'agression sexuelle. Il a été aussi. accusé d'agression sexuelle, c'est vrai. Mais je pense que ça a joué. C'est juste le deuxième à la Cour suprême. Voilà, après Clarence Thomas. Donc... Rien que le deuxième. Quoi. Il y en a deux. Oui. Mais paradoxalement, ça a pu aider les Républicains dans ces élections parce que encore une fois, ça a clivé la société. C'est-à-dire que et oui, ça montrait que Trump délivrait la marchandise, en gros, qui respectait et puis, d'après les analyses qu'on a pu lire aussi pas mal dans la presse américaine, pour beaucoup d'électeurs républicains qui se sentaient « est-ce que je vais vraiment voter dans les midterms ?» le spectacle de la mobilisation des démocrates contre le juge Kavanaugh a apparemment eu un effet aussi sur eux pour les pousser pour les urnes, pour défendre l'honneur, le bon droit de cet homme injustement accusé, etc. Mais en fait, on est à la limite, j'allais dire, d'un coup de force, puisqu'on sait que les attitudes culturelles ne vont pas spécialement vers plus de conservatisme aux États-Unis, qui a plus d'athées qu'avant, ou en tout cas de gens qui ne se reconnaissent pas dans des religions. Donc y compris sur la question de l'avortement, en fait. Voilà. Mais est-ce que je peux simplement revenir oui, pardon. C'est sur le sujet. Sur la question des guerres culturelles et... c'est un terme que j'ai envie de discuter quand même parce qu'il met un peu sur le même plan. Pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait deux adversaires et j'ai aussi un petit problème avec le terme polarisation aussi parce qu'il semble dire que le mouvement vers la droite et l'extrême droite du Parti républicain serait équivalent au mouvement, ou alors que le mouvement vers la gauche du Parti démocrate, qui est encore approuvé puisqu'il est très divers également, serait équivalent et que donc on aurait cette polarisation. Je crois que c'est vraiment pas une lecture pertinente de la situation, parce qu'en fait, tout ce qu'on a décrit vers cette polarisation, elle est d'un côté, en fait, beaucoup d'un côté, me semble-t-il. Je ne vois pas très bien... La dynamique est surtout à droite. Elle est à droite, il y a des positions d'extrême droite. Enfin, il y a quand même des gens, Steve King, qui a été réélu dans l'Iowa, il serait chez nous d'extrême droite, je crois, j'espère. En tous les cas, j'espère que c'est comme ça qu'on le définirait. Il y a quand même il y a des candidats qui ont été réélus ou qui se sont présentés, y compris, je crois, dans l'Illinois, un néo-nazi qui était candidat républicain, qui n'a pas été élu, mais ça, c'est pas. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'équivalence. Et après, effectivement, il y a la stratégie de Trump.
qui est de créer le chaos, mais je pense que c'est une vraie stratégie qui est encouragée aussi parce que Trump a des conseillers, on a parlé de Miller par exemple, qui sont très à droite et qui donc encourage, parce que je pense que c'est une vraie stratégie qui crée beaucoup qui semble créer beaucoup de chaos, mais qui en fait il y a un plan, plan clair. Par des gens très idéologisés. Mathieu, brièvement, je sais que tu as fait une enquête qu'on peut lire dans le dernier numéro de la Revue du Crieur sur Mike Pence, sur le vice-président, qui justement est très structuré de ce point de vue-là, contrairement peut-être davantage en tout cas que Trump sur cet aspect droite religieuse, revancharde. Oui, peut-être qu'on peut considérer comme un illuminé et un fou de Dieu, mais c'est un illuminé et un fou de Dieu tout à fait structuré qui pense que Dieu a un plan pour lui, qu'il est l'émissaire de Dieu aux côtés de Donald Trump et que c'est finalement assez conforme au rôle de conseiller qui est parfois donné dans l'Ancien Testament, à certains personnages de l'Ancien Testament. Donc on a quelqu'un qui est tout à fait, en effet, qui incarne un traditionnalisme chrétien religieux blanc, qui est tout à fait important dans la base électorale de l'électorat de Donald Trump. C'était le cas à la présidentielle, quelque chose que d'ailleurs en 2016 que les spécialistes même de l'évangélisme chrétien avaient un peu sous-estimé. Ils l'ont reconnu depuis en disant on ne pensait pas qu'il allait y avoir une telle union avec des évangélistes chrétiens blancs fondamentalistes qui représentent quand même 25% de la population américaine, enfin c'est pas rien, avec Donald Trump, le milliardaire, enfin l'homme d'affaires. Milliardaire, on ne sait pas très précis sur les camps. En tout cas, l'homme d'affaires de New York, marié, remarié, etc., accusé qui se disait d'agression sexuelle, qui a eu cette fameuse vidéo où il dit qu'il attrape les femmes par la chatte. Bon, voilà, c'était pas évident que cette alliance existait. Pourtant, elle marche tout à fait parce que tout simplement, Donald Trump délivre à cette frange extrêmement à droite de l'électorat ce qu'il veut, notamment ce qu'ils veulent. Hein. On voit pas forcément passer en France ou même ici aux États-Unis dans cette espèce de foisonnement de ce que fait Trump à longueur de journée comme ça, mais il y a déjà des mesures qui ont été mises en place au niveau fédéral pour grignoter comme ça l'avortement, et toute cette question autour des transgenres dans l'armée. Voilà, donc il y a des signaux qui sont envoyés et Mike Pence sert à ça aux côtés de Trump. Merci Mathieu. Charlotte Rocoquillon, vous vous demandez la parole depuis longtemps. Je voulais juste prolonger ce que disait Hélène Canquin sur effectivement la polarisation. Peut-être la polarisation n'est pas le bon terme parce qu'il ne reflète pas l'équivalence, enfin il n'y a pas de symétrie dans l'extrémisation, on va dire la radicalisation des pôles. Ceci dit, je pense que ce qu'on essaye de décrire quand on dit ça, en fait c'est un clivage de plus en plus fort et un fossé. Et de moins en moins de points de rencontre entre les deux partis. Quand on regarde comment votent depuis 20 ans les élus au Congrès, on voit bien qu'ils s'éloignent de plus en plus et qu'il y a très peu de points de convergence aujourd'hui, là où il y a 20 ans encore, il y avait des sujets où éventuellement ils pouvaient tomber d'accord. Et sur la guerre culturelle, effectivement, ce n'est pas un concept que j'utilise. Et d'ailleurs, au niveau de Black Lives Matter, etc., c'est justement ce qu'ils essayent de dire, c'est que le racisme, les inégalités, etc., ne sont pas des anomalies, mais sont l'identité et le système d'une nation qui s'est construite sur le pouvoir et l'oppression d'un groupe sur un autre. Donc, il s'agit justement de faire assumer à l'Amérique son identité multiple. Et un dernier point sur la stratégie de Trump, qui était la question de votre correspondant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'hystérisation totale des Américains de la base de Trump. Son populisme, sa grande défiance envers les médias, envers les experts, etc., font qu'il n'y a plus d'arguments raisonnables et de discussions raisonnables pour pouvoir avancer sur des sujets. À partir du moment où on dit non, il n'y a pas de réchauffement climatique, non, les violences, c'est pas vrai, c'est de la perception, voilà, etc. C'est très difficile pour les contre-pouvoirs habituels que sont les médias, les chercheurs, les intellectuels, etc., de faire avancer des idées.
Oui, les bases de la discussion sont tout simplement absentes. Nicolas Martin-Breteau, vous vouliez prendre la parole aussi. Oui, je vais rebondir sur ce qu'il disait Charlotte. Le concept de guerre culturelle aux États-Unis date des années 1980, notamment sous la présidence de Ronald Reagan, où ce concept médiatique avait été utilisé pour essayer de décrire la nouvelle situation de la société américaine, non plus divisée sur des questions économiques, tout le monde se ralliant au libéralisme économique, mais les divisions de la société américaine se feraient, d'après ce concept, sur des questions sociales ou sociétales. Par exemple, le droit à l'avortement, le mariage pour tous, la pornographie, la prière à l'école, l'enseignement du darwinisme à l'école, etc., etc. Et ce qui change aujourd'hui dans l'emploi de ce concept, c'est notamment le fait que dans le Parti démocrate, on a de plus en plus, notamment chez les plus jeunes des figures du Parti démocrate, une remise en cause fondamentale, radicale de l'ordre économique libéral ou ultra-libéral aux États-Unis. Quelqu'un comme Alexandria Ocasio-Cortez en est typique dans la mesure où elle dit elle-même qu'elle est entrée en politique à la suite de la crise de 2008, qui a été fondamentale pour les classes populaires et les classes moyennes aux États-Unis. Et on a une critique massive de ce système économique, et c'est la raison pour laquelle dans le précédent panel on pouvait parler de personnes qui se revendiquent aujourd'hui ouvertement socialistes, des choses absolument inimaginables depuis au moins 50 ans, c'est-à-dire depuis les années 1960. D'accord, mais si je ne m'abuse, Ocasio Cortez et d'autres mêlent à cet anticapitalisme, alors je ne sais pas, le mot est peut-être un peu fort, mais anti-néolibéralisme très clair, mêlent aussi des positions très progressistes en matière culturelle ou sociétale. Moi je dirais que c'est la nouveauté en fait de cette nouvelle vague, si on peut dire, démocrate, c'est-à-dire des positions qu'on appelle en langage technique intersectionnelles, c'est-à-dire des positions qui cherchent à montrer que, par exemple, l'oppression de race ou l'oppression de classe ou l'oppression de genre ou n'importe quel type d'oppression dans la société s'intersectent et se renforcent mutuellement. Quelqu'un comme Abrams, qui est donc en Géorgie, candidate pour le poste de gouverneur de l'État de Géorgie, est assez typique de cela. Elle montre bien dans ses discours en quoi, en tant que femme noire, elle subit une double forme de discrimination et que ça ne sert à rien de lutter, par exemple, contre la discrimination de genre sans, pour son groupe à elle, lutter en même temps contre la discrimination raciale. Ce qui veut aussi dire, par exemple, lutter, puisque la plupart, enfin beaucoup, parmi les classes populaires américaines sont des femmes noires pauvres, lutter en même temps aussi contre un ordre économique qui exclut une énorme partie de la société américaine. Donc cette intersectionnalité est assez nouvelle dans, me semble-t-il, le contexte général de la société américaine. Ce sont des débats d'ailleurs qu'on a aussi en France en ce moment. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut jouer davantage sur des rassemblements de classe ou sur des rassemblements, par exemple, minoritaires? C'est pour la nouvelle gauche du Parti démocrate, un débat qui est non pertinent, clairement. Bien sûr. Charlotte Recopillon, brièvement. Je vais juste ajouter que c'était vraiment le résultat direct du militantisme de ces dernières années et des travaux menés par des féministes, des antiracistes, etc., et des militants, mais que cette évolution politique, elle résulte directement des mobilisations qui se sont passées ces dernières années. Et si j'ai juste une seconde, je voulais juste dire sur la question des élus et de ces nouveaux élus, de cette nouvelle génération d'élus, de la diversité, si on peut raccourcir de cette façon. Peut-être c'est une note un peu pessimiste, mais je pense qu'il faut quand même qu'on se méfie à ne pas en attendre trop, parce qu'on a vu avec Obama que quand on est associé à une identité, en fait, on est moins bien placé que les autres pour être très agressif, pour pousser des politiques très progressistes sur les droits de ces différents groupes et minorités. Donc ça peut être un piège presque. Il faudra voir comment ça se joue. Simon Brier, une question pour vous qui clôturera notre discussion en termes institutionnels cette fois-ci, puisque on a donc maintenant un congrès qui est séparé avec une chambre des représentants côté démocrate, donc dans l'opposition, le Sénat pour les républicains. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la tentative juridique de Trump de donner des gages à la base très conservatrice, ultra-conservatrice, voire d'extrême droite des Républicains, en termes d'équilibre donc de la Cour suprême, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce que la situation crée de nouveau? Est-ce que la perte de la Chambre des représentants change quelque chose? Alors, au Sénat,
ça a été dit même par le leader du Sénat ce matin, par Trump tout à l'heure dans sa conférence de presse bizarre là. La nomination des juges, notamment des juges fédéraux dans les cours d'appel, va continuer à un rythme soutenu parce que voilà, ils ont la majorité, donc ils en profitent. Hein. Ils ont besoin que de 50 voix. La nomination de ces juges, pour comprendre, c'est qui décide? Est-ce que c'est le Alors, président, le président qui a les besoin du Sénat? choisit et les sénateurs doivent les confirmer. D'accord. Donc ça, c'est un premier. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'investissements dans ces quelques élections sénatoriales très importante. Du côté de la Chambre, contrairement à ce qu'a dit un de mes collègues ce matin sur une chaîne d'information, la Chambre des représentants n'est pas dérisoire. Elle a un pouvoir d'enquête. Et par ailleurs, il faut aussi qu'elle vote, comme le Sénat, un certain nombre de textes, ne serait-ce que le budget, pour que l'appareil d'État continue à tourner, quoi. Donc il va falloir quand même qu'il y ait un certain nombre d'accords et de deals qui soient passés pour au moins que les fonctionnaires fédéraux soient payés et les militaires soient payés. Donc là, il va falloir quand même qu'ils se mettent d'accord. Et il y a toute cette question de comment les démocrates doivent utiliser leur pouvoir d'enquête, qui est très complexe, parce que ça peut être à double tranchant. Trump peut très bien en profiter pour se présenter comme une victime du harcèlement des démocrates, mais d'un autre côté, ils auraient tort de ne pas en profiter pour contrôler ce pouvoir exécutif et pour demander des comptes sur tout un tas de sujets, que ce soit la politique migratoire, que ce soit de protéger l'enquête du procureur spécial Mueller. Donc je pense que la situation est riche de potentialités, probablement des affrontements très sévères, notamment sur les suites de l'enquête russe. Mais moi, je ne serais pas aussi négatif que vos intervenants précédents qui disaient « oh là là, ça va être complètement bloqué, etc. » Je pense que le système aussi, institutionnellement, va les pousser à trouver un certain nombre d'accords, quoi. Bon an, mal an, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur un certain nombre de sujets, parce que dans les deux camps, on ne va pas vouloir rien faire pendant 2 ans. Enfin, c'est mon opinion. Voilà, merci. Merci en tout cas à tous les quatre pour cette discussion riche. Et puis, bien entendu, on continue à couvrir tout ça sur Mediapart. Vous pouvez vous abonner, découvrir le journal. Il suffit d'€1 si vous voulez nous lire. Voilà, c'est important, je le dis, parce que c'est un journal indépendant. Et donc, pour cela, il ne vit que de ses abonnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 19h sur le site de Mediapart en clair. Merci.